va démarrer. Merci à tous les trois. Merci aux participants et participantes qui sont derrière leur écran et qui vont vous écouter et entendre. Et comme nous le propose Éric Julien, qu'on a entendu ce matin, je propose de se rencontrer dans la joie. Voilà, je fais le vœu que ce soit notre fil d'Ariane et que pour cette table ronde, mais aussi pour les 4 jours de ce sommet Unaterra. Alors, en quelques mots, comment va se dérouler cette table ronde? Donc, nous sommes là ensemble pour 2 heures. Et une première partie va être consacrée aux échanges entre vous, entre vous trois, et le partage de votre abondance et riche expérience. Et nous traiterons les questions en seconde période, à moins qu'éventuellement on puisse en prendre en cours de route. Mais et là-dessus, je vais inviter Delphine à en parler et à parler un petit peu de ce côté des questions. Alors, à toi, Delphine. Déjà, bonjour à tous. Merci à nos super intervenants d'être là aujourd'hui. On a hâte de découvrir un peu vos parcours et de comprendre comment vous avez réussi à concrétiser vos projets. Donc moi, je vais être là pour recueillir en fait les questions des spectateurs. Donc merci à tous d'être là. Donc pour les spectateurs, si vous souhaitez poser vos questions, il y aura un temps dédié à la fin de la table ronde, plutôt vers 14h30. Donc là, vous pourrez poser vos questions directement, même les faire en direct si vous souhaitez intervenir avec votre caméra, c'est possible aussi. Et sinon, n'hésitez pas à utiliser le question-réponse que vous avez en bas de votre écran et à mettre vos questions à cet endroit-là. Voilà, et si vous levez la main, c'est plutôt que vous voulez intervenir et du coup activer votre caméra pour poser directement votre question aux intervenants. Et voilà, n'hésitez pas, moi je suis en backup, donc si vous avez besoin aussi de moindre, vous pouvez envoyer des messages via le chat. Mais voilà, pour les questions aux intervenants, utilisez questions-réponses principalement. Et on a également donc Michael qui est avec nous, notre facilitateur graphique. Je vais te faire venir, Michael. Voilà, ça y est, tout le monde peut voir. Et donc, Michael nous fera une planche à l'issue de cette table ronde en fonction de ce qu'il aura comme inspiration par rapport au moment qu'on va vivre tous ensemble. Et donc ça, on verra son travail à la fin de cette conférence. Une planche comme celle qui a pu être réalisée ce matin, si je comprends bien. C'est exactement ça. Très belle planche, C'était son œuvre. Oui. Ah ben, c'est le contenu des échanges qui guide la qualité de la planche. Donc, faites-vous plaisir et vous ferez plaisir à tout le monde. On a hâte de voir la planche graphique dans moins de 2 heures. Super, merci Michael, merci Delphine. Et donc, n'ayez aucune retenue, posez des questions. Vous avez là 3 entrepreneurs porteurs de réalisation et donc c'est à la fois inespéré et plein d'opportunités. Donc, allez-y, posez vos questions. C'est le moment. Donc, nous clôturerons vers 15h30, enfin pas vers d'ailleurs, à 15h30. Nous avons un timing à respecter pour céder la place à l'atelier suivant, mais Delphine vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc, cette première journée donc, est dédiée à l'écologie. L'écologie dans toutes ses dimensions. L'écologie comme un sujet à la fois fondamental et fondateur de vos projets, de vos engagements, de vos motivations, moteur de votre énergie. L'écologie au sens large, notre propre écologie individuelle et aussi celle de celles et ceux qui nous entourent. C'est l'écologie qui nous inspire à coup sûr le sens en lettres majuscules que vous, entrepreneurs, innovants, que ce soit vous tous les 3 ou les personnes qui sont derrière leur écran à vous écouter, portez au quotidien avec vos projets et vos entreprises.
Alors, nous avons trois intervenants, enfin 2 intervenants et une intervenante, qui sont d'illustres représentants de ces projets innovants. Alors, Julia Venn, en tout bien tout honneur, commençons par les femmes. Avec une idée en tête, transformer le gaspillage alimentaire en ressources pour les plus pauvres de la planète. Waouh! Rien que ça. Julia, du fond de son Allemagne native, est devenue une globe-trotter innovante et une entrepreneuse étonnante. Initiatrice et associée de Foodwise Maurice en 2018, puis fondatrice de Woodwise Madagascar en 2019, en mars 2020, en plein Covid, elle ouvre Foodwise Côte d'Ivoire, ainsi que Foodwise Maroc avec une amie chilienne rencontrée à Mada qui la rejoint dans ses projets. Ses premiers associés mauriciens ne veulent pas développer au-delà de leur île, qu'à cela ne tienne. Avec sa vision accrochée à son firmament de vie, rien ne peut arrêter une Julia engagée. Son modèle économique se déploiera donc autour de Sustainable Food Solutions et avec de nouveaux associés et de nouveaux partenaires. Et qu'est-ce qui fait bouger Julia? D'où lui vient cette énergie? Eh bien, une idée inspirée et ancrée au plus profond d'elle. Elle sait pourquoi et pour qui elle se lève le matin. Ensuite, c'est son optimisme. Il l'habite depuis toujours. Un optimisme viral qui génère autour de son projet un faisceau d'aide, de ressources, d'opportunités qu'elle sait capter et mettre en valeur. Une capacité à agir et à adopter des solutions transitoires pour le meilleur de sa mission. Elle sait détecter et utiliser les courants porteurs et à coup sûr, ces tribulations entrepreneuriales n'ont pas fini de faire bouger les lignes. La planète Terre est son terrain d'expression. Là où elle passe, les pauvres y trouvent leur Pygmalion. Voilà pour Julia. Continuons avec Fabien. Fabien Lucas, c'est l'archétype de l'entrepreneur innovant qui s'est embarqué du monde et des énergies avec et autour de lui. En 2007, fraîchement sorti de ses études, il crée l'association Terre-Océane. Le nom exprime à lui seul la vision de complémentarité de l'eau et de la terre. C'est ce qui anime déjà profondément Fabien, pour contribuer à une écologie participative et engageante, avec des actions de terrain, du concret. Il a besoin de concret, notre ami Fabien. L'association a pris de l'assurance et de l'autonomie. Elle continue aujourd'hui à nettoyer inlassablement les plages du Finistère et a à coup sûr certainement inspiré bon nombre d'initiatives sur notre littoral. Fabien s'est écouté ses propres inspirations. En 2010, il crée Éco-Action Plus, qui porte la vocation de collecter et recycler les déchets de bureaux et mise en conformité avec les entreprises. Des interventions à la fois réparatrices et aussi préventives. Avec Éco-Action, il étend son influence de visionnaire au niveau régional. Mais Fabien aurait pu s'arrêter là. Bastien. Mais il sait. Philippe. C'est Bastien. Je l'ai laissé, il est tellement lancé, il est tellement passionné lui-même. Il faut oser, Bastien, il faut oser. Non, mais il n'y a pas de problème. Fabien, Bastien, c'est écrit, hein, Julien Venn. C'est plus très loin, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, Bastien, du coup. Voilà. Donc, Bastien s'est écouté ses propres aspirations. En 2010, donc, il crée EcoStation afin de collecter, recycler les déchets, bureaux et mise en conformité des entreprises, des interventions à la fois réparatrices et préventives. Avec Éco-Action, il étend son influence de visionnaire au niveau régional. Fabien aurait pu s'arrêter là, mais il a une mission inspirée. Et ce genre de mission-là ne se laisse pas captiver par les réussites. Philippe, me permet. Oui, je vais y arriver à chaque fois. Bastien. Ben oui, le nom est mal parti, hein, donc Bastien. Rappelle-moi à chaque fois. Hein. Donc, il ne se laisse pas captiver par des réussites, même si elles sont largement reconnues. Merci, Bastien. Et avérées. En 2017, Bastien crée la société Mego. L'idée est née de la rencontre avec le dirigeant d'une grande chaîne d'hôtels dont le siège est à Brest, qui l'interpelle sur sa difficulté avec le ramassage des mégots dans ses établissements. Il n'en faut pas plus pour donner l'impulsion. La question de son ami résonne immédiatement avec son intrépide mission. Nettoyer le monde de ses déchets. Avec 8 millions de mégots jetés chaque minute dans le monde, l'influence sera est déjà devenue de fait nationale et sera à coup sûr bien au-delà.
Avec ce projet, Bastien a l'occasion de mettre à profit sa persévérance, ainsi que sa capacité naturelle à déceler les signaux faibles, les choses simples du quotidien, à les voir, à les reconnaître et aussi à en offrir en abondance. En effet, derrière une question simple se cache toujours, souvent, une grande complexité de recherche en brevet, de mise en œuvre d'unités de recyclage en réseau de collecte. Ces 4 années ont amené toute l'équipe à se dépasser, à aller au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Nourri par des valeurs profondes et une vision du monde partagée, son aventure, leur aventure, n'a pas fini de se déployer. Pour le meilleur de toutes et tous, de nous et de notre planète. Comme les hommes et les femmes de cette terre océane, son territoire, il sait mettre en œuvre les symbioses de ses propres univers innovants pour un monde respectueux. Merci Bastien. Encore 1000 excuses pour ton prénom. Et donc Benoît Moreau. Alors là, voici. C'est bien Benoît, on est d'accord. Voilà. Merci Benoît. Benoît Moreau. Donc Benoît, eh bien, alors là, voici un entrepreneur plongé au sein d'une start-up innovante. Alors c'est en 2019 que Benoît relève ce challenge, qui n'en est pas un d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'en est un que pour ceux qui ne le connaissent pas. Tour à tour, photographe animalier, restaurateur et caviste, l'entrepreneuriat, les challenges, le management et la découverte nourrissent son parcours professionnel. Benoît est un esthète et un sportif d'endurance. Il aime la vie par-dessus tout et il sait la partager. Arrivé à la quarantaine, il décide de vendre ses affaires, comme il les nomme, et pense se mettre en quête de nouveaux challenges. Il ne faut pas longtemps pour que son ami, avec qui il s'entraîne aux ultra-trails, Erwan, fondateur des coteries, saisisse l'opportunité d'intégrer ce manager atypique et de grande expérience au sein de sa start-up. La mission de cette dernière est de proposer au plus grand nombre la possibilité de devenir propriétaire d'arbres sans en supporter le poids foncier et in fine un droit sur la récolte. Leur enjeu, contribuer à la préservation et à la protection des forêts en Europe. Comment? En regroupant un grand nombre croissant de personnes au service d'une gestion durable des forêts. Benoît a l'intuition qu'il peut y contribuer activement, qu'il peut y être utile. En septembre 2019, il rejoint cette entreprise, encore trop parisienne à son goût, même si le siège et son fondateur sont à Brest. C'est son premier fait d'armes, permettre l'ancrage des coteries au cœur de la Bretagne, au milieu de ses forêts et en proximité de leurs premiers partenaires. La mission est inspirée des coteries à des vents favorables. Elle connaît une croissance à 3 chiffres et dépasse maintenant les 50 salariés. Depuis 2019, Benoît a découvert de nouveaux métiers, il a pu déployer de nouveaux rôles et aussi il a su s'initier à la culture de la start-up, au code, à la linguistique même. Il s'en est imprégné, tout en sachant garder cette posture de méta qui lui permet d'être au sein de la mêlée et avoir l'agilité de pouvoir prendre du recul. Au milieu de ces trentenaires, cet homme singulier peut exprimer tout son art, tous ses talents au service d'une cause, d'une mission qu'il a choisie et qui le remplit au quotidien, cette fois-ci pour longtemps. Voilà pour la présentation et avant de vous donner la parole, il y a quelques points qui sont en convergence, qui à mon sens vous rejoignent. C'est cette capacité à écouter vos inspirations, cette capacité à voir les doutes, les obstacles, les difficultés comme des opportunités. C'est aussi cette capacité à voir les signaux faibles, les choses simples du quotidien comme essentielles, plus qu'importants. C'est aussi une capacité à embarquer, à cristalliser les énergies, les envies autour de vous, autour de vos projets. Enfin, c'est un optimisme objectif, rationnel et ancré. Merci à tous les trois. Merci à ce que vous m'avez déjà offert lors de mes entretiens préliminaires. Et donc maintenant, la parole est à vous. Et ce que je vous propose pour compléter vos présentations, c'est peut-être aussi une anecdote singulière qui vous permettrait de partager ce qui illustre le mieux votre mission, la mission de vos projets. La parole est à vous, qui veut commencer? Tu nous prends un peu de cours là. Bastien, tu peux commencer si tu veux, Philippe. Vas-y, à toi. Malgré
voilà, j'ai 38 ans, donc je suis encore, on va dire, jeune. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vivre et la vie est très belle, donc profitons-en. Moi, je pense que ce qui me caractérise, c'est de jamais choisir finalement la simplicité en se disant, bon, plus c'est simple, plus vite on y arrivera, ou plus c'est simple, plus le projet sera aisé à réaliser. Et c'est vrai que quand les gens me connaissent, ils remarquent finalement que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie d'entrepreneur, on va dire, les choses que je fais sont particulières. On sort des codes classiques ou traditionnels. Par exemple, si on pense personnellement, déjà, j'ai fait beaucoup de bêtises étant jeune. Je joue dans des groupes de musique depuis que je suis gamin, alors que comme ça, quand les gens me voient, ils disent il a l'air très serré, concentré, parce qu'on doit tous, voilà. Par exemple, oui, je sors d'une école de commerce, mais malgré tout, j'ai triplé mon bac. J'ai passé 3 fois mon bac et j'ai même été le passer en candidat libre à Saint-Martin, parce que mon père avait des restaurants sur Saint-Martin. Et j'étais à Saint-Martin, ce qui m'a ouvert aussi l'esprit. Je travaillais en cuisine à mi-temps. Et ensuite, j'ai même été en Angleterre 2 ans, travailler en cuisine. Et donc, parcours un petit peu atypique, mais qui est à la fois formateur. Et même, vous voyez, à titre personnel, mon épouse, parce que Julia est là, est d'origine malgache et de Madagascar. Donc, on ne choisit pas les codes classiques de se marier avec sa voisine ou son voisin. Et pareil pour les entreprises, si on parle du sujet du mégot, bah, finalement, personne s'y est attelé jusqu'à ce jour. Et j'ai choisi vraiment d'aller chercher ce petit déchet qui n'est vraiment pas facile ni aisé, que ce soit réglementairement ou dans le code du traitement. Et donc, voilà. Donc, un trait de personnalité, c'est que je ne vais pas choisir quelque chose qui se fait forcément ailleurs. Je ne vais pas aller copier les autres. Je vais plutôt essayer de chercher des choses qui vont m'intriguer ou m'intéresser. Et finalement, je sors un petit peu du cadre. Donc, je suis un peu caméléon. Les gens me voient d'une certaine manière et ils vont me voir ailleurs dans différentes zones d'inconfort. Ils vont se dire, mais Bastien, il est là. Je ne pensais pas qu'il faisait ça. Tiens, il est là aussi. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Donc, et d'où le fait qu'il ne faut pas faire des idées fixes sur quelqu'un. On est tous différents. Et on a tous différents parcours et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'une personne est de telle ou telle manière. Elle vit plein de choses sûrement différemment ailleurs. Voilà, Philippe. Merci, merci Bastien. Et, avec plaisir. Et donc, voilà de l'ouverture et de ne pas s'arrêter sur effectivement ces images que l'on projette quelquefois malgré nous. Absolument. Et, voilà, tout à fait. Et donc aller au-delà. Briser la glace pour aller voir derrière ce qui s'y passe. Alors, merci Bastien. Qui continue? Je vais bien poursuivre si tu veux. Tu parlais tout à l'heure justement de mon entrée dans la start-up, dans le monde des start-up. Justement, bah oui, effectivement, moi j'étais reporter animalier, ensuite j'étais commerçant, toujours entrepreneur. Et puis après avoir rencontré Erwan en 2012 et avoir suivi vraiment la genèse d'Ecotrip, puisque ça a été créé en 2015, donc il y a eu 3 ans vraiment de réflexion et de mise en place. Et j'ai suivi ça depuis le début, donc je connaissais bien, heureusement, parce que la première fois que j'ai rencontré les gens des coteries en juillet, je rentrais en septembre, la première fois que j'ai rencontré les gens des coteries en juillet dans les bureaux de Paris, j'ai rien compris à ce qu'ils racontaient, mais vraiment rien. En fait, c'était une start-up, moi j'étais commerçant à Brest, et je comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Donc, le 2 septembre, je me rappelle très bien, dans le train à 5h18, j'avais mon petit lexique des start-up en allant à Paris, que j'ai appris par cœur, pour essayer de comprendre et de pouvoir converser, comme tu le disais, avec ces trentenaires et parler un peu en B2B, en call et en Customer Success Manager, etc. Voilà, et puis j'étais assez fier d'ailleurs de retrouver dans un monde de jeunes, moi, après 40 ans. Déjà parce que je connaissais bien l'entreprise et que l'entreprise me plaisait, mais en plus, je trouve ça très innovant et je trouve ça chouette finalement d'être start-upper à plus de 40 ans. Et ma deuxième fille, m'a mis un peu les pieds sur terre quand je suis revenu le week-end après, puisque sur sa fiche scolaire, elle avait écrit la profession des parents, elle avait mis jardinier. Jardinier, bah oui, effectivement, Écoterie plante des arbres, et elle avait écrit jardinier. Voilà, anecdote, justement, ma transition du monde breton, commerçant, à la start-up. Un jardinier en grand. Voilà, oui, c'est ça. Mais après tout, c'est ça. Tout, c'est ça. Les arbres forestiers, tout à fait. C'est ça. Elle avait trouvé l'essentiel, le jardinage.
en grand. Merci Benoît. Donc, Julia. Je n'ai pas réfléchi à une anecdote spécifique, mais je crois que ce que vous avez tous les deux bien dit, c'est que oui, c'est peut-être un parcours à chaque fois un peu atypique, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai quitté après mes études, je voulais faire juste une année de volontariat et au final, je ne suis jamais revenue. J'ai créé, dans chaque pays où j'étais, j'ai créé l'entité sans forcément avoir planifié comme ça. Du coup, forcément, c'est un parcours atypique qu'on en est allemand. Et j'ai jamais vraiment travaillé en Allemagne. J'ai quitté pour revenir. Et ça fait 6 ans que j'ai quitté. Et du coup, mes parents se demandent, mes amis se demandent, mais est-ce qu'elle va revenir un jour? Et je crois que ce que c'est important toujours, c'est les gens qui en rencontrent. Pour moi, dans mon parcours, c'était extrêmement important déjà de croire dans le projet et de croire ce qu'on fait. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui aident autour de parcours. Et du coup, on ne croit peut-être pas quelquefois, mais j'ai rencontré des gens comme des directeurs chez DHL Amada qui, au final, me soutiennent et m'emploient. Et comme ça, j'ai toujours pu continuer mon projet sans que j'avais vraiment de ressources. J'avais jamais vraiment… quelquefois, j'ai travaillé pour des gens, du coup, j'avais un salaire, mais pas forcément régulier. J'étais toujours dans le mode bootstrapping pour continuer. Et j'avais toujours un peu la chance au moment où ça n'allait pas, j'allais rencontrer quelqu'un, j'aurais eu une opportunité, je vais rester. Je suis venue en Côte d'Ivoire parce que je ne pouvais plus soutenir moi financièrement à Madagascar. Du coup, j'ai trouvé un job ici en Côte d'Ivoire et au final, j'ai pu trouver un investisseur, j'ai trouvé des clients, etc. Et du coup, je crois que c'est ça, cette manière un peu atypique que Bastien dit également. C'est pas forcément un parcours normal, c'est pas forcément quelque chose qu'on planifie, mais au final, c'est super agréable de faire ce parcours, mais c'est pas toujours facile. Ce qui veut dire que même sans modèle économique bien cadré, bien, voilà, on arrive à, voilà, tu arrives à construire et à saisir les opportunités, quoi, voilà. Et effectivement, je trouve que on a 3 parcours qui sont différents, avec une approche différente de ces projets innovants, et que ce soit construit ou que ce soit, à chaque fois, il y a une part d'inspiration qui fait que ça embarque, quoi, et qu'on met le pied dedans, et une fois parti, en fait, il faut oser mettre le pied dedans pour pouvoir aller voir plus loin derrière ce qui se passe, quoi. Donc, voilà. Et Philippe, oui, pardon. On a des questions. Je me permets de venir vers vous parce que je pense qu'elles sont intéressantes et qu'elles vous concernent tous les 3 dans votre présentation. Donc, la première, c'est en quoi votre expérience de vie a pu inspirer le projet qui est le vôtre aujourd'hui? Qui veut se lancer? Pour moi, peut-être, c'est du coup chez Foodwise, on est très économie circulaire et très synergie d'un écosystème et on optimise les ressources de chacun. Et c'est vraiment un projet où chaque partenaire apporte sa pièce. Et je crois que ça serait lié un peu, je vais expliquer vite fait. Du coup, par exemple, on a des entreprises alimentaires qui ont des surplus, qui vont mettre à disposition leurs invendus, du coup, à travers leur staff, qui, au lieu de jeter, font le geste de le mettre dans nos boîtes réutilisables. Après, on a des transporteurs qui, quand ils livrent leurs marchandises, on va comprendre leur trajet quotidien ou hebdomadaire pour réutiliser le chemin qu'ils vont faire. Et ensuite, on a des centres receveurs, du coup, les ONG, etc., qui, eux, ils ont leurs employés et également leur infrastructure pour pouvoir préparer la nourriture sans que ça crée vraiment du CO2 du coup. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu aussi comment mon parcours s'est construit. Comme j'ai dit, que j'avais toujours quelqu'un que je croisais qui, au final, était inspiré aussi par le projet, qui a donné un coup de main. Et du coup, c'est peut-être ça le fait de pouvoir partager de ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est en Europe aussi comme ça. Et là, je compte sur la réponse de Benoît et Fabien. Et Bastien, non, je suis aussi Fabien, je suis désolée, Bastien.
je voulais dire qu'ici, souvent en Afrique, les entrepreneurs ont peur de partager leurs idées. Ils ont peur que quelqu'un vole leur idée et que c'est négatif. Et moi, j'ai toujours défendu l'idée que c'est important de partager pour intégrer un maximum de personnes de ton écosystème. C'est exactement ce que Foodwise fait aussi dans la chaîne de redistribution. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de voir, est-ce qu'en Europe, il y a cette peur des entrepreneurs ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de partage entre les startups? De croiser les inspirations. C'est ça Voilà, c'est ça, ouais. Croiser les inspirations. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ces expériences de Julien? Et cette inspiration? Je pense que enfin, notre expérience de vie, en fait, c'est un peu un cercle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un projet un peu innovant, déjà, il y a une urgence. Enfin, tous les trois, hein, enfin, on agit tous les trois pour une urgence qui est l'environnement. Et en fait, on n'en est plus à parler du monde de demain. Il faut arrêter d'en parler. C'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Et en fait, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a cette urgence. Et en fait, ce qui est lié, et je l'ai bien vu dans les portraits que tu as fait, Philippe, c'est il y a cet esprit justement d'aller de l'avant, cet esprit entrepreneur, comme tu le faisais remarquer, je crois que tu l'as cité sur les trois. Il y a cet esprit entrepreneur et pour le coup, pour répondre à l'urgence, il faut entreprendre vite. Et je pense que c'est ça qui nous a inspirés justement dans les projets. Alors moi, j'ai pas fondé Écoterie, mais je rejoins, j'ai aidé à la genèse aussi, mais c'est un défi. Et les défis, on les relève quand on est entrepreneur. Donc, est-ce qu'on est là? Est-ce que ces projets sont réalisés parce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur parce qu'on réalise ces projets? En fait, je crois que c'est un cercle. Okay. Et voilà, ouais, c'est ça, c'est de l'œuf et de la poule. Il le faut de la poule. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, le monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Il y a une urgence et il faut bouger. Et quand on tient effectivement une mission, il faut s'engager dedans, quoi, mettre le pied, faire le pas qui compte. Et toi, donc, Bastien, cette inspiration, comment tu vois ça? Moi, je pense que l'humain, le contact, c'est une des bases. Aimer l'autre, aimer partager, aimer s'intéresser à l'autre, recevoir de l'autre, donner à l'autre. Et je pense vraiment, et Julia, qui est parmi nous trois la personne le plus enclenchée auprès des personnes pour les soutenir au quotidien, même si nous, on a tous nos leviers, bien évidemment. Mais personnellement, je sais que dans notre équipe, en dehors d'avoir ce qu'on appelle un management transversal, ce qui nous anime au quotidien, parce qu'on travaille à deux, moi et mon épouse, à la direction des deux sociétés et de l'association également de nettoyage de plage, c'est vraiment ce contact que l'on a avec, on va dire, toutes les parties prenantes, que ce soit nos équipes, être avec eux, les aider à se construire, un petit peu des fois comme des parents, à tort ou à raison, qu'importe, mais aussi être proche aussi de nos clients que l'on considère non pas comme des clients, mais vraiment comme des partenaires ou voire des gens comme nous qui ont un travail, ont une vie au quotidien et qui peuvent aussi apporter une pierre à cet édifice qui effectivement de faire attention au quotidien à ce que l'on fait, à ses déplacements, à ce que l'on mange, à la manière dont on s'habille, la manière dont on consomme, au respect des autres. Là, actuellement, je vous donne un exemple. Avec l'association Terre-Océane de nettoyage de plage, nous organisons une collecte de matériaux, donc des vêtements, des tentes, de la nourriture, pour les sans-abri de Brest. Donc, on va, durant le mois de juillet, choisir une journée avec une association dont nous sommes partenaires pour leur remettre tout ce matériel. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est que tous ces liens, cette volonté, en fait, ces petits gestes que l'on fait par passion, et c'est ça qui, au fur et à mesure, nous amène finalement à un projet, via ces rencontres. Voilà, et je le redis, cette zone finalement aussi d'inconfort,
parce que alors cette zone d'inconfort, des fois, est embêtante parce que vous vous retrouvez dans des situations plus ou moins particulières, mais c'est elle qui vous amène finalement à réfléchir autrement ou à animer des choses autrement et qui vous amène sur des nouvelles pistes. Et là, vous vous dites, dis donc, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à entreprendre. Donc moi, personnellement, je dirais que c'est avant tout ces contacts et ces rencontres quotidiennes avec même nos fournisseurs ou des gens. Nous, ce qu'on adore, c'est des gens qui viennent nous voir au bureau, que ce soit un jeune commercial alternant qui démarre ou un cadre d'une société, ben, on va accueillir la personne de la même manière. Il y a toujours le sourire à l'accueil, le petit café si on a le temps et l'écoute de ce que cette personne va vous proposer ou vous vendre finalement. Mais cette volonté, voilà. Et si on pense aussi, bien évidemment, parce qu'on est là aussi, même si on est dans l'environnement, dans le social, etc., on doit créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du chiffre d'affaires pour pouvoir justement rémunérer les différents collaborateurs. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire, mais il est important effectivement de cette image aussi que l'on diffuse quotidiennement, que ce soit au plus proche des nôtres, notre famille, ou comme je vous le dis, d'un simple visiteur où vous allez lui apporter cette image positive de qui vous êtes et de tous les agissements que l'on veut pour le bien de tout le monde, en fait. Donc, ça sort du cadre environnemental. Il y a aussi toute cette volonté d'être en contact avec l'autre. L'interrelationnel comme étant une plus-value, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vraiment de s'enrichir de cette interrelationnalité-là. Comme tu dis, aimer donner et aimer recevoir. Et donc, c'est dans les deux sens. Effectivement, dans les deux sens, quoi, voilà. Plus on donne, plus on reçoit, plus on reçoit, plus on donne. Et c'est un cercle vertueux. Et je rebondis sur ta zone d'inconfort aussi. Et peut-être quelles seraient ces zones d'inconfort, vous en connaissez, on connaît tous quand on est entrepreneur, et pas que d'ailleurs. Quelles seraient les limites, les obstacles qui pourraient vraiment mettre en cause vos projets, votre mission? Julia? Je dis aucun. Aucun, ouais, voilà. C'est ce que j'avais cru lire sur tes lèvres. Bien sûr, il y a des obstacles, mais comme je t'ai dit dans notre entretien à deux, je crois le plus important dans n'importe quel projet, mais surtout des projets à impact, c'est qu'on croit profondément dans ce qu'on fait. Et c'est pour cela, même s'il y a peut-être des pauses, des moments difficiles, on va toujours rebondir jusqu'à on atteint ce qu'on s'est dit qu'on veut atteindre et qu'on a l'impact qu'on souhaite avoir. Je crois que c'est ça. C'est pour cela que je dis aucun. Évidemment, il y a des obstacles. Je dis juste, ça ne va pas faire abandonner la mission. C'est cette capacité dont je parlais tout à l'heure de faire de tous les obstacles des opportunités, quoi. Ou toutes les difficultés des opportunités. C'est ça. Et vous, bien sûr, il y a des obstacles, mais il y a des obstacles, mais ce sont surtout des défis en fait qui peuvent être réalisés. Qui doit être relevé, pardon. Une fois que c'est lancé, enfin, je crois qu'après, bon, il y a forcément une réalité économique quand même à laquelle on doit faire face et on doit pouvoir vivre et faire vivre ceux qui travaillent avec nous, nos collaborateurs. Après, enfin, les principaux obstacles qu'on a rencontrés, enfin, les principaux défis qu'on a rencontrés, puisque finalement on les a relevés, c'était administratif par rapport, enfin, ou juridique sur, enfin, nous, je parle pour Écoutris en tout cas, parce que c'est un modèle qui n'était pas connu, qui était un peu bizarre, qui était un peu, voilà, et mais finalement. Ouais, ces défis ont été relevés, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est ça, en fait, c'est ça aussi qui nous anime. Enfin, il y avait une autre question, il y a une autre question, qu'est-ce qui nous anime? C'est ça aussi qui nous anime, justement, de relever ces défis. On a une idée en tête, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, et
on savait que ce ne serait pas un long fleuve tranquille, de toute façon. Ben oui, ça se saurait. Les défis, transformer, voilà, c'est d'abord des défis. Et toi, Bastien? Si on revient sur le défi, les obstacles aussi, je considère que si on a un dessein, un but, qui est par exemple l'objectif environnemental, de sensibiliser, de travailler chaque jour pour ça, etc. D'une part, il faut rester extrêmement en cohérence avec ce que l'on veut, ce que l'on croit et ce que l'on veut transmettre comme info. Et quand on est entrepreneur, des fois, dans l'action quotidienne où il faut réfléchir, se concentrer sur les finances, etc. Il faut faire attention à un moment donné de ne pas oublier effectivement finalement la promesse, non pas que l'on a faite à nos clients ou à partenaires, mais la promesse qu'on s'est faite soi, qui est effectivement de résoudre par exemple un problème environnemental, d'aller nettoyer les plages par passion et pas de se retrouver le week-end à se dire je suis fatigué parce que ma semaine était difficile et j'ai finalement pas envie d'aller faire un nettoyage de plage, de faire l'impasse sur des investissements qui permettraient, par exemple, d'optimiser l'impact énergétique de votre société parce que on sait qu'une société, s'il y a trop de dépenses, forcément, elle ne va pas y arriver non plus. Donc, c'est de trouver toujours le bon compromis entre l'impact, on va dire, économique de ce que l'on fait, et la croissance qui n'est pas antinomique avec l'environnement, le social, mais il ne faut pas que le cheminement fasse qu'à un moment donné, vous oubliez réellement qui vous êtes et ce pourquoi finalement vous êtes soit fait ou soit les gens vous font confiance. Et je le vois moi déjà, ça peut arriver facilement de faire une promesse, un certain nombre d'années ou de mois ou de jours, et finalement de s'en dissocier sans s'en rendre compte, le temps passant. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, surtout lorsqu'on est sur des sujets aussi sensibles que l'on voit aujourd'hui, qui sont le respect de la nature, le respect des autres et de l'environnement finalement. Et il est important de ne pas s'oublier à un moment donné. De ne pas s'oublier, de ne pas oublier ses promesses que sont faites à soi. Et je rebondis sur une question d'un spectateur c'est quoi votre rêve en lien avec votre projet, quoi. En fait, derrière cette promesse, il y a un rêve, quelque chose qui vous anime tous les jours. Et donc, voilà, peut-être parler un peu de votre rêve. Il y a aussi une autre question qui est qu'est-ce qui vous anime le plus profondément dans ce que vous faites? Et je pense que les deux se rejoignent. En tout cas, pour moi, les deux se rejoignent. Oui, c'est très proche. Moi, quand on a un projet comme ça, un peu innovant, ce qui nous anime, c'est aussi les liens qu'on peut avoir avec nos partenaires, avec nos partenaires, pas forcément clients, vraiment avec notre communauté, c'est aussi les liens qui se créent. Et il y a vraiment des choses très fortes qui se sont créées, que ce soit avec des clients, avec d'autres partenaires ou même dans l'équipe. Et moi, mon rêve, justement, c'est que ça devienne évident. C'est-à-dire que cette urgence devant laquelle on est et ce pourquoi on agit, c'est que ça devienne une évidence pour tous ceux qu'on rencontre. C'est-à-dire que souvent, on a à convaincre quand même. On a à convaincre que oui, il y a besoin. On a même des présentations qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a besoin, parce que tout le monde n'en est pas convaincu. Et en fait, moi, mon rêve, c'est que ça devienne évident. Notre action devienne évidente. Bon, après, ce ne serait plus un défi de convaincre. Il faut plus besoin de convaincre, que ce soit quelque chose qui soit naturel et acquis. Voilà, c'est ça. Et vous, J'aimerais peut-être rebondir sur la question avant de venir vers qu'est-ce que nous anime et le rêve. Mais je vais relire. J'ai vu qu'est-ce qui est le plus compliqué en fait en lien avec un projet innovant. Je me suis dit, je ne sais pas si vous avez rencontré le même obstacle, mais pour moi, en Europe, le gaspillage alimentaire, c'est très connu, on en parle, on sait qu'est-ce que ça veut dire, il y a plein de solutions. Mais dans le marché où moi j'étais,
On n'en parle pas. Personne n'a attaqué ce sujet-là. Du coup, c'est innovant dans le contexte du pays où on est. Et du coup, il y a des obstacles qui vont avec. Par exemple, on n'a pas forcément le marché n'est pas prêt. Le marché n'est pas prêt pour le sujet, pour l'entreprise. Du coup, en fait, je trouve que les complications, c'est quelque part aussi un peu l'éducation et le temps, le lobbying qu'on doit mettre pour faire passer ce message social ou environnemental pour être accepté par la société, par les acteurs, par le gouvernement. Un petit exemple, à l'île Maurice, par exemple, le gouvernement nous a concrètement dit qu'il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que vous faites ici? Du coup, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ils ont une politique d'économie circulaire énorme. Et à Madagascar, pareil, on était les premiers sur le marché. Aujourd'hui, il y a une banque alimentaire qui existe, il y a des projets de transformation qui existent. Mais quand on a commencé, il y avait zéro. Et du coup, je trouve que pour nous, c'était ça un des grands obstacles, en fait, de créer l'écosystème, de créer le marché, de communiquer sur ce sujet qui est en Allemagne, en France, etc. Ça semble tout à fait un sujet normal, connu, tout le monde en parle, mais pas dans le monde entier. Et surtout en Afrique, malheureusement, je trouve qu'on a une vision européenne très fausse de l'Afrique, souvent de l'Afrique pauvre, etc. Mais ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas pauvre, ça boom. L'Afrique est intelligente et l'Afrique est aussi luxurieux. Et ça veut dire il y a des supermarchés, il y a des hôtels, il y a du gaspillage alimentaire qui est un peu transformé dans une opportunité. Et du coup, je crois que c'est du coup cet sujet compliqué, comme je dis, de créer ce nouveau marché. Et une autre complexité que je trouve en Europe aussi, on a plus de solutions déjà, c'est le cadre juridique d'une entreprise sociale. Moi, souvent, dans le pays où je suis, on a créé une association plus une entreprise commerciale. Mais je sais, en France, il y a l'économie sociale et solidaire, mais je vois quand même, Bastien, il a aussi une association derrière. Parce que souvent, ça ne rentre pas forcément dans le cadre. Et du coup, je rejoins Benoît avec les complexités administratives et d'autres. C'est tout en lien pour moi. C'est pas tout à fait simple quand on fait qu'une association ou qu'un business. Et je suis convaincue qu'il faudra faire les deux. Parce qu'il faut vraiment changer la manière dont on travaille, on fait du business, on développe notre planète. C'est vraiment en intégrant les trois, l'économie, l'environnement et le social. Voilà. Je vais pas aller jusqu'aux autres questions si les autres pas. C'est les confrontations d'une entreprise comme toute entreprise avec effectivement d'arriver à faire bouger les lignes et d'arriver à faire comprendre à Maurice mais aussi ici en France et ailleurs où comme tu disais tout à l'heure Benoît, ça n'existait pas, donc il faut expliquer, c'est original, c'est pas, voilà, donc il y a aussi un besoin de faire connaître, d'éduquer, comme tu disais Julien, de donner aussi de la matière pour que ça puisse bouger et que ça devienne naturel comme le souhait de Benoît et que voilà, ça soit compris par tout le monde, quoi. Mais c'est le chemin aussi qui est à faire de vous, entrepreneurs innovants. Il y a de l'espérance, hein, il y a de l'espérance. Oui, sinon on ne serait pas là. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que si vous êtes là tous, c'est qu'il y a de l'espérance et que c'est parce qu'il y a l'espoir. L'espoir. Et toi, Bastien, comment ça te parle tout ça? Oui, Philippe, tu parles d'espoir, d'espérance. Du coup, nous et moi personnellement, c'est l'espérance d'un monde, on va dire, moins de déchets, sans déchets. Julia, tu connais bien Madagascar, des déchets, il y en a partout parce que dans leur quotidien, c'est pas un objectif en soi à ce jour d'assurer la gestion des déchets. Il y a des objectifs beaucoup plus importants qui sont avant tout de se nourrir, de nourrir sa famille, etc. En rappelant que la gestion des déchets en Europe est encore récente dans l'histoire du temps. Avant, vous le savez très bien, la plupart de nos déchets étaient jetés. Après, on a mis en place les zones de stockage extérieur des déchets, mais il y a encore peu de siècles, on jetait complètement, ou peu d'années encore, dans les années 40, 50, 60, on jetait encore imprudemment nos déchets.
Mais le souci, c'est qu'on, pour faire un petit, pas jeu de mots, mais un rime, on parlait pardon, je trouve le terme pas de foi, parce que c'est pas la religion du tout, rien à voir là-dedans, mais de volonté de faire quelque chose de bien. Mais le souci, c'est que on parle constamment de croissance. On dit il faut croître, il faut développer le chiffre d'affaires, développer la vente, acheter, vendre, souvent du made in China, qui sont produits, on le sait très bien, difficilement dans des conditions spécifiques. On nous fait énormément de fausses promesses. Si vous regardez la télé, vous ne verrez plus une seule ou très rarement pub à la télévision de véhicules non électriques. Donc, c'est la nouvelle promesse du véhicule électrique. On ne va pas, je sais bien, débattre sur le sujet de l'électrique aujourd'hui, mais on le sait tous que tout ça, ce sont des promesses qui amènent malgré tout toujours au même message, qui sont indirectement croître, avancer, acheter, vendre, etc. Et qu'est-ce que ça génère forcément, cette croissance qui est de pair avec la croissance de la population mondiale? C'est des achats qui génèrent forcément un déchet. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui ne génère… Alors, à part, bien évidemment, le monde des animaux et des insectes qui ont un circuit fermé, et d'où le fait d'aller, bien sûr, regarder ce que fait la nature, qui le fait bien, bien au-delà de ce qu'on rêve. Mais l'être humain est un être normalement très intelligent, et ça fait quand même bien longtemps que l'on sait que le climat, ou du moins l'impact sur le climat, le rayonnement infrarouge, le rayonnement CO2 a un impact sur donc l'effet de serre a un impact sur du long terme. Et on sait très bien que ces 40 dernières années, c'est exponentiel, comme la consommation de carburant, la consommation de minerais qu'il faut aller chercher de plus en plus profondément, donc qui nécessite de plus en plus d'énergie et indirectement de gaz à effet de serre. Tout ça pour dire, je considère malheureusement, voilà, même s'il y a de l'espérance, voilà, je voulais faire un jeu de mots donc entre espérance et croissance. Même s'il y a de l'espérance, malgré tout, on le voit bien que les hommes et les femmes, et notamment si on va en Afrique, et là Julie a totalement raison, l'Afrique est très riche, et si on la désappauvrit, c'est uniquement parce que les Européens sont venus chercher ce qu'ils avaient besoin. L'Afrique n'a absolument pas besoin de l'Europe, n'en a nullement eu besoin. Il y a tout à faire en Afrique, mais qu'est-ce que veut faire l'Afrique? L'Amérique du Sud et ailleurs dans le monde, ils veulent vivre ce que les Européens ont eu le droit de vivre en 40 années, depuis, on va dire, le baby boom et l'après-guerre, c'est-à-dire une croissance de la consommation, du rêve à l'européenne, la grande télévision qui va bien, les Nike aux pieds, etc. Mais qu'est-ce que ça va générer, ça encore? On le sait tous. C'est une Alors, il faut rappeler que l'Afrique est quand même en veille énormément et adopte des procédés que les Européens n'ont même pas encore finalisés, sont déjà en veille sur énormément de ce qu'on appelle de l'éconologie, aller chercher l'économie et l'écologie à Madagascar. C'est incroyable ce que ce peuple peut réaliser au quotidien avec très peu, peut s'en sortir très bien. Donc, je ne dis pas que l'Afrique ne réussira pas son pari de la transition écologique énergétique. Mais pour finir, malgré tout, croissance en hausse, population qui veut vivre aussi la vie qu'auraient pu vivre d'autres à un moment donné, c'est-à-dire que nous, on a déjà consommé, trop consommé, c'est pas sûr que ça diminue l'impact gaz à effet de serre, on l'a dit, et surtout gestion des déchets, qui est un sujet très important de demain. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Comment on les récupère? Comment on les trie? Et comment on les recycle s'ils sont créés? Parce qu'à un moment donné, les déchets sont bien là. Mm-hmm. Mais on garde de l'espérance. Hein. Je ne suis pas là pour donner un message. Voilà, au contraire. Moi, je suis à fond. J'adore ce que je fais. Mais voilà, j'ai quand même un avis assez dubitatif sur la promesse que l'on fait actuellement au monde entier en leur disant demain, neutralité carbone, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on sait très bien que même si un super volcan ou une grosse météorite pour nous effacer en quelques minutes, on peut y arriver nous-mêmes, malheureusement. Oui, c'est peut-être la différence entre intelligence et conscience, quoi. Ce qui nous manque, on a certainement développé un niveau d'intelligence, mais ce qui nous manque, c'est peut-être la conscience de cela. C'est aussi ce qu'on nous a offert
ce qu'on a, peut-être que le règne animal n'a pas, ou ne l'exprime pas de la même manière, c'est cette conscience, et peut-être qu'on est assez démunis pour s'en servir. Et donc, voilà, et donc c'est ce qu'on nous demande là. Et, je pense que c'est aussi ce respect des cycles. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, et il y a une conférence demain, je vous invite à aller la voir aussi, où on parle de ça avec justement la permaculture et tout. Et je pense que c'est aussi ce respect des cycles qu'on a peut-être un petit peu perdu et qu'il est nécessaire de prendre conscience des cycles, comme vous parliez tout à l'heure de la temporalité dans une entreprise, dans un projet. Il y a une temporalité qui est propre à un projet et souvent, quelquefois, par méconnaissance ou par ignorance, on ne veut pas en tenir compte quoi, et c'est pas un obstacle, la temporalité, et c'est un moment c'est un plan de croissance en fait de l'entreprise. Je rebondis sur une question, puisqu'on on a élargi là au niveau du monde, et une question d'un spectateur. Qu'est-ce que vos entreprises apportent au monde aujourd'hui, puisqu'on est on l'a abordé dans le sujet. Donc, je saisis au bon cette question. Allons sauver le monde. Sûrement un peu. Certainement un peu. Est-ce que vous connaissez cette légende du colibri? Il y a un énorme incendie dans une forêt et il y a le colibri avec son petit bec qui va chercher de l'eau dans la rivière et qui met sur l'incendie et puis hop, il fait des allers-retours comme ça. Et là, il y a un énorme animal qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que tu ne sers à rien. Il lui répond: je fais ma part. Et en fait, voilà, qu'est-ce que nos entreprises apportent au monde? Elles font leur part dans leur domaine. Enfin voilà, là en plus on a trois domaines différents. Je suis pas sûr que Julien arrive à éradiquer la faim dans le monde. Je suis pas sûr que Bastien arrive à ramasser tous les déchets du monde. Et je suis pas sûr qu'on arrive à sauver toute la biodiversité, toutes les forêts du monde chez Greenpeace. Mais on fait notre part et en fait c'est aussi ce qui nous anime. Et c'est aussi ce qui peut y avoir d'un peu frustrant de temps en temps quand on voit l'ampleur des choses à faire. Et on a l'impression d'avoir bossé toute la journée, on bosse 12 heures par jour, on a l'impression, et on voit tout ce qui reste à faire, on se dit finalement on n'a rien fait, on a fait la goutte d'eau, on a fait la goutte d'eau du bec, du colibri. Mais en fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour le monde? Le colibri. Ouais, voilà, c'est une légende merveilleuse. Et c'est prendre conscience, en fait, on est tous le colibri, on a tous notre goutte. Et quel que soit ce que l'on fait, quel que soit, je veux dire, on a le moyen de poser notre goutte. Et effectivement, que ce soit des grands projets comme les vôtres, ou que ce soit à chacun à notre niveau, tous les jours, dans notre quotidien, on a la possibilité de poser notre goutte. C'est ça, pour en avoir conscience aussi, une fois. Et vous? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je me rejoins absolument à Benoît. J'utilise souvent cette petite histoire de colibri parce que je la trouve géniale. Et je trouve qu'elle est absolument réelle. Et ça nous rassure quand on a l'impression d'avoir rien fait dans la journée. Effectivement. Non, c'est vraiment, je crois que c'est ça. Et aussi, c'est ça que, quand on montre qu'on peut faire quelque chose, je crois comme chacun d'entre nous, il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous a inspiré à un moment de notre vie pour entreprendre le parcours qu'on a aujourd'hui, pour s'intéresser à un sujet spécifique. Et moi, je crois toujours que le plus qu'on fait et communique aussi sur ce qu'on fait, on peut inspirer quelqu'un d'autre qui va faire un autre parcours, un parcours bien fois plus grand que le nôtre et qui va faire son colibri de nouveau. Et du coup, c'est la suite de l'histoire de colibri. C'est plus de colibri. C'est la suite. Ou c'est le nombre de colibris. Voilà, c'est ça, c'est le nombre de colibris qui est important. Ça. C'est ça. Bastien. Philippe, dans la continuité de Julia et Benoît, effectivement, chaque geste compte. Il n'y a pas de petit ni grand geste dans ce qu'on fait au quotidien ou dans nos propos. Et c'est pour ça que des fois, ça vaut même la peine dans nos propos. Je ne parle pas entre nous, où chaque mot est quand même
intellectualiser, mais voilà, tourner des fois sa langue 2 fois dans la bouche, c'est aussi bien. Donc, chaque geste ou chaque mot, effectivement, peut avoir une ampleur. Voilà, le fameux effet papillon, on ne sait jamais finalement ce que ça peut avoir comme influence, en fait, indirectement ou directement. Et c'est pour ça que dans notre structure, qui sont donc Ecoaction Plus pour la gestion de tous les déchets des entreprises, ou Mégo pour précisément la gestion des mégots de cigarettes, on part du principe que l'objectif, c'est d'avant tout d'aller dans des zones visibles où il va y avoir des regroupements de personnes pour qu'on puisse sensibiliser, apporter vraiment on va dire une prévention en amont, et qu'après, n'importe où la personne se retrouvera, imaginons dans une ville, elle a pu voir qu'il y a des cendriers, on lui a rappelé que chaque mégot jeté par terre, d'une part, aucun déchet ne doit être jeté par terre normalement, mais si on parle du mégot qu'on jette par inconscient collectif, moi-même j'étais fumeur étant plus jeune et j'ai jeté mes mégots, donc on comprend ce fameux geste. Même un fumeur qui vous fait croire qu'il ne jette pas le mégot, c'est impossible de le croire. Je vous donne des exemples, mais très simples. Moi, je me suis retrouvé à des événements où en discutant avec des gens que je croisais, à qui je raconte ce que je fais, qui est de collecter, recycler les mégots de cigarettes. Et souvent, c'était dehors, des gens qui pouvaient s'en griller une justement à côté de moi. D'après vous, dans 100% des cas, ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Alors que j'étais souvent en train de leur expliquer que nous collections et recyclons les mégots et que les mégots polluent. Dans 100% des cas, la personne jetait soit à mon pied la cigarette, soit le jetait à 5 mètres. Il y a quelques jours, j'étais à l'école de ma fille, j'allais chercher ma fille, et la personne me disait « Ah, Bastien, alors, comment ça va avec les mégots ?» Il fumait sa cigarette, il l'achetait à mon pied. Je lui dis « Mais il y a un cendrier à l'école, parce que c'est la commune de ma fille, donc vous vous doutez que j'ai quand même été les voir et qu'on a mis des mégotiers, on va dire, en place. » Il achetait. Il y a une fois, je faisais une sensibilisation, il n'y a pas si longtemps, dans une galerie marchande, et il y avait la personne de la sécurité qui était en train de dire aux jeunes « Bon, bah maintenant, hein, vous jetez plus vos mégots par terre. » Il finit sa cigarette, il me la jette au pied. Un soir, j'étais en train de discuter avec un partenaire qui me dit « Ah, Bastien, c'est exceptionnel ton idée, j'adore !» Et il la jette à mon pied. C'est incroyable. Le fumeur a toujours cette fausse bonne excuse de jeter sa cigarette par terre. C'est vraiment plus fort que lui. Donc, si on réussit à influer, on va dire de manière inconsciente ou comportementale ou positive, parce qu'on sait très bien qu'un gamin, on peut lui donner une claque ou l'engueuler, lui dire de ne pas faire ci, alors que si tu te mets à son niveau, c'est-à-dire s'il est plus petit, tu te mets face à lui et tu lui prends l'épaule et tu lui expliques sympathiquement le pourquoi du comment, en prenant le temps de lui expliquer pourquoi son action n'était pas bonne, pas forcément, et non pas en adulte méchant et en petit qui fait des bêtises, mais voilà, à un niveau où quand même il faut avoir une tonalité dans la voix, mais en lui expliquant, forcément l'information passera plus positivement. Donc je reviens, chaque geste, chaque mot compte, et à nous de le diffuser de manière bien évidemment positive. Et je reviens sur mon exemple pour terminer, où dans les villes, s'il y a effectivement une zone fumeur, dans ce qu'on appelle nous les nids à mégots, c'est-à-dire les zones où il y a beaucoup de personnes qui viennent, une salle de sport, malheureusement sport et tabac c'est quand même coexistent beaucoup, un endroit dans la ville type la mairie ou voilà, une salle quelconque, qu'importe, où il va y avoir des regroupements, si ces personnes ont vu qu'il y avait des cendriers, qu'elles ont compris parce qu'on leur a remis à un moment donné des cendriers de poche, ou qu'elles se sont assis, parce que vous savez, nous on fait du mobilier urbain avec les mégots de cigarettes, se sont assis donc sur des mégots d'une certaine manière. Si elles ont compris que le mégot n'a rien à faire par terre, à un moment donné, on espère qu'ailleurs, dans la ville où elles se retrouveraient, où il n'y aurait ni mégotier ni poubelle, elles se rappelleront « Ah oui, j'ai su, ah oui, j'ai entendu, ah oui, j'ai vu que… » Je me rappelle qu'un mégot n'a rien à faire par terre. J'utilise mon cendrier de poche. Au pire, je le mets dans ma poche. Et au mieux, je trouve effectivement une poubelle ou un cendrier. Donc, allons-y tous ensemble. Et comme disait Benoît tout à l'heure, pour un monde meilleur d'une certaine manière. C'est effectivement toute la part de préventif qu'ont vos 3 projets. C'est-à-dire qu'en fait, la mission, c'est de favoriser la
biodiversité dans les forêts, c'est de faire une planète, d'avoir une planète plus propre, d'avoir des pauvres et donc d'avoir moins de pauvres. Mais au-delà de ça, quelque part, la raison d'être profonde, et peut-être vous pouvez l'évoquer ça. Je veux dire, au-delà de dans ce que vous faites tous les jours, qu'est-ce que vous faites en plus, quoi, qui porte au-delà de ce que vous faites? Il y a une action qui est une action visible, mais derrière cette action visible, il y a une autre action qui porte beaucoup plus loin. Peut-être vous pouvez partager un petit peu aussi là-dessus, parce que juste avant c'est que dans les personnes qui sont derrière leur écran aussi, très certainement, nous avons tous dans nos projets, dans nos actions qui sont visibles, autre chose que l'on porte au-delà, qui ont une portée bien supérieure et dont on n'a pas toujours conscience. Un peu comme nos actes que tu parlais, Benoît, du colibri. Je veux dire, dans nos actions et dans la reconnaissance, l'image que tu parlais tout à l'heure, Bastien, qu'on projette, derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus lointain. Peut-être vous pourriez nous partager un peu comment vous voyez la portée que vous avez dans ce que vous faites. Qui démarre? Non, mais je crois que Bastien vient de répondre à la question. Enfin, c'est pour ça que je rebondissais sur ce que Bastien disait pour vous, notamment. Je crois que Bastien vient de répondre, effectivement. Enfin, il y a la portée de ce qu'on se fait, c'est surtout dans l'éducation. Enfin, moi, j'ai l'impression de passer mon temps à essayer de convaincre. Après, une fois que les gens sont convaincus, c'est facile d'agir avec. Que ce soit avec Meko ou avec Julia, c'est très facile d'agir une fois qu'on est convaincu. Donc, la portée qu'on a, elle est vraiment justement dans la sensibilisation. Voilà, je ne sais pas, mais enfin, on a aussi une portée en interne, tous des collaborateurs, des partenaires, c'est aussi en interne, on se doit d'être nous-mêmes exemplaires. Et être exemplaire et challenger en permanence. J'en parlais tout à l'heure justement avec une grosse mutuelle, je ne citerai pas le nom, et on parlait du comité d'éthique qui surveillait et coterie en fait. Il me demandait mais à quoi il sert? Il sert à nous challenger en fait, il sert à nous dépasser et à nous dire attention là, vous déviez un peu ou peut-être que vous devriez aller plus loin. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Philippe. Oui, ça nourrit. De toute façon, cela, c'est effectivement… De toute façon, je n'ai pas compris la question. Voilà. Moi aussi, je n'étais pas sûre si tu répondu sur la question qu'un spectateur a posée qui est décrit comme je dis suivante. Qu'est-ce qui vous anime le plus profondément dans ce que vous faites? Ou est-ce que c'était, je n'ai pas compris, quelle autre raison derrière de ce qu'on a déjà… C'était par rapport à ce qu'avait dit effectivement Bastien, toute la portée de ce qu'il fait, notamment, comme tu l'expliquais, Bastien, dans toute la portée éducative, toute la portée de prise de conscience, toute la portée que ça a au-delà, avec un rêve peut-être que demain, il n'y ait plus de mégots par terre. Parce que au-delà de nettoyer les mégots, d'ailleurs c'est ce que je t'ai dit dans notre entretien, mais je dis bon, si quelque part tu fais bien ton travail, un jour il n'y a plus de mégots à ramasser, espérons-le. comme Julia, il n'y a plus de pauvres, espérons-le, voilà. C'est le rêve. Mais on n'ait plus besoin de nous, quoi. On n'ait plus besoin de nous. C'est ça l'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin de vous. Le but, je crois qu'on sait tous aussi que c'est des solutions transitaires et qu'on a une vision plus grande derrière. Comme c'est pas juste de réutiliser le gaspillage, mais d'éviter le gaspillage. Et du coup, c'est pour cela on propose un plan d'action plus long terme, parce qu'on a plus de projets sur la consultance. Et du coup, ça revient toujours à qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est la sensibilisation pour éviter des déchets de mégots, pour éviter qu'il se dégrade la biodiversité dans une forêt ou pour éviter qu'il y ait du gaspillage alimentaire. Et qu'est-ce que je trouve, parce que là, c'est intéressant, je rejoins le fait que c'est quelquefois très compliqué, comme Bastien dit, de sensibiliser les gens sur un fait parce que ça rentre ici, ça sort de là. L'avantage d'être dans un domaine qui est la nourriture, c'est qu'on peut beaucoup innover. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire, je trouve dans chaque domaine, qu'est-ce que c'est important, de lier
cet sujet qui semble un peu peut-être lourd, négatif, pas forcément sexy, à quelque chose d'intéressant, qui peut être intéressant pour chacun sans enlever le confort. Je crois que l'écologie et le social passent uniquement dans notre société capitaliste si le confort de notre manière, par exemple, d'acheter ne change pas. C'est-à-dire, comme tu disais aussi, je crois, tout à l'heure, si on aura des solutions de produits plus dans un aspect économie circulaire, où en gros, on ne crée pas des déchets, mais on a la même solution, la même qualité, où ce qu'on ne doit pas changer nos habitudes. Voilà, ça, c'est, je trouve un aspect qui est très important. Un petit exemple pour mieux comprendre. Par exemple, à un moment, je voulais, à l'île Maurice, créer qui existent ailleurs, en Inde et ailleurs, des assiettes qui se font avec des feuilles de palmier. Des palmiers qui tombent et qui se dégradent. Mais dans ce processus, on la prend et on fait une machine très manuelle où on presse, on coupe et on a une assiette. Et à l'île Maurice, par exemple, il y a une culture très forte parce que les dimanches, c'est un petit île, tout le monde, toutes les familles vont à la plage et du coup, ils vont manger à la plage avec les assiettes en plastique, les fourchettes en plastique, les beaux, comment on appelle ça, les beaux Gobelets. Merci. Les gobelets en plastique et au final, ça finit dans la mer, dans le sable, etc. Et quelquefois peut-être dans la poubelle. Et du coup, l'idée de créer un produit qui a le même confort d'un usage unique, un prix peut-être moindre, ça incite encore les gens. Et je crois que c'est là où on a le plus d'impact, plus facilement à vraiment toucher tout le monde, n'importe si ça leur intéresse l'environnement ou le social. Ça, c'est une option. Et la deuxième, qu'est-ce que du coup, dans la nourriture, qu'est-ce que nous, on fait beaucoup, c'est de faire des recettes anti-gâchis. Et du coup, on laisse goûter les gens, par exemple, de châtenay de peau de banane ou de pesto de fan de carottes, etc. Et souvent, les gens sont étonnés, mais positivement. Et du coup, l'expérience culinaire et le fait qu'ils trouvent ça délicieux, ça aide beaucoup plus de sensibiliser que j'ai compris un texte, un poster, une image, une vidéo, mais vraiment l'expérience de quelque chose de positif et d'attirant pour eux, du coup, quelque chose qui peut être utilisé, quelque chose qui peut faire gagner de l'argent. Et voilà, et je crois que c'est ça important dans notre vision et dans notre rêve profond de vraiment aller au-delà de notre mission aujourd'hui, mais aussi de vraiment inclure les autres, c'est de le faire dans une manière où ce que ça néglige pas le confort que les gens ont aujourd'hui et de le rendre intéressant et sexy et positif et pas juste un sujet où ce qu'on pointe le doigt. Et le canal pour sensibiliser, quoi, d'une manière ou d'une autre, mais d'arriver à trouver le moyen pour sensibiliser, c'est ça aussi. Et donc, on le voit bien en ton temps, c'est voilà, il y a dans les projets innovivants, c'est ce qui fait aussi, je pense, la caractéristique de ces projets-là, c'est des projets qui ont une vision plus grande. Elles sont portées, ils sont emmenés dans une vision plus grande. Et c'est ça, en fait. Et je pense on a tous intérêt à prendre conscience de cette vision plus grande dans notre quotidien, parce que c'est ça qui donne l'énergie, quoi, qui ouvre l'énergie aussi, quoi. Et ça peut être intéressant, et aussi pour nos spectateurs, c'est intéressant de vous entendre parler de cela, parce que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce qui paraît simple, planter des arbres, donner à manger, trouver un canal pour donner à manger aux pauvres ou nettoyer la planète, ça paraît simple, mais en fait c'est d'une complexité colossale, quoi. Parce qu'on est dans le vivant, parce qu'on est dans le voilà, et donc il y a plein de choses, et c'est ça, quoi. Il y a un projet, il y a une vision plus grande, quoi, qui est au-dessus. Puisqu'on est là-dessus aussi, je vois une question sur laquelle je rebondis, vous avez peut-être vu, c'est qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre projet, puisqu'on est là on est parti sur des choses. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Alors évidemment, on a toujours cette petite réserve pour parler de fierté, mais au-delà de sa propre personnalité, qu'est-ce que le projet, la fierté du projet en lui-même, quoi, et des équipes, quoi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Pour moi, c'est que le prix est un vrai prix
par des gens qui viennent du pays. Du coup, par exemple, à Maurice, à Mada, l'effort n'était pas pour rien. Il y a quelqu'un d'autre qui était du coup touché, sensibilisé, qui maintenant fait son petit colibri. En fait, c'est ce qu'on fait chez Écoutry, c'est assez concret. On crée de nouvelles forêts, on rénove des forêts qui étaient en impasse sylvicole. Et rénover une forêt, c'est pas seulement éclaircir ou replanter des arbres, c'est aussi rénover des mares forestières, par exemple. C'est replanter des haies qui avaient été coupées parce qu'à l'époque, on avait des subventions quand on coupait les haies. Et ce qui nous rend fiers, ce qui nous anime aussi, c'est de voir ce que ces actions produisent. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. On a rénové il y a peu de temps une mare forestière dans une forêt qui est en très mauvais état à Pézarches, dans le 77. Et on a fait un inventaire animalier là, il y a très peu de temps, et on s'est rendu compte qu'il y avait le castor d'Europe qui était revenu, qui est une espèce en voie de disparition, qui est revenue là. Et voilà. Donc, si on n'avait pas repris cette forêt, si on ne l'avait pas refait. Mais en fait, ce qui nous rend fiers, c'est de voir, au-delà des discours qu'on peut avoir, oui, il faut préserver, oui, il faut des forêts, oui, il faut capter du carbone, oui, il faut de la biodiversité. Au-delà de ça, quand on voit que ces actions, en fait, quand on peut voir ce que ça produit, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça rend fier. C'est une unité de mesure factuelle, réelle, indiscutable. C'est pourtant compliqué dans le domaine de la forêt par principe, la forêt qu'on a plantée, les forêts qu'on a plantées cet hiver, je ne les verrai pas. Donc elles ne me rendront pas fier. Parce qu'une forêt, avant qu'elle soit grande, je serais mort. Mes enfants la verront. Et donc, finalement, je ne suis pas censé. Normalement, je ne vois pas ce qu'on fait. Mais là, on l'a vu, et assez rapidement, et c'est chouette. La notion de temporalité, effectivement, invite à beaucoup d'humilité dans ton métier. Tu voulais rajouter quelque chose, Bastien? Non, je pense pas. Après, oui, vas-y. Sinon, il y a en écho une question de Soisic, en écho à ce que tu disais. Alors, c'est parti. Voilà, quelles mauvaises habitudes devrons-nous changer pour soutenir vos projets? Peut-être pas moins consommer, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tendance actuellement. Il faut que la croissance reparte à 300%, il faut que tout le monde réouvre, il faut que le tourisme reparte et la consommation et les achats, et qu'on aille tous manger chez McDonald's. Non, sincèrement, je pense, et c'est vrai que bon, et ça sera un cliché aussi, mais tant pis. On le redit, il n'y a pas de petits gestes qui comptent. Et finalement, c'est plus ne pas consommer. On a tous besoin de s'habiller, on a même envie, peut-être en fonction de notre éducation, de plaire ou d'avoir tel ou tel vêtement, et c'est très bien. Faut-il malgré tout amener, pourquoi pas, à consommer de l'occasion, à redonner les vêtements si on y a pris soin, ou à le revendre derrière, etc. Donc, pour vraiment répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut apporter ou arrêter comme mauvaise habitude que l'on a tous, moi le premier, on a tous plein de mauvaises habitudes, et des fois par facilité, on va choisir d'aller à tel endroit ou place, voilà, qui serait par exemple de prendre un bain. On adore tout ça plus ou moins. Moi, j'en comprends pas, mais qu'importe, je m'imagine, voilà, mes enfants, par exemple, le dimanche, le bain, quoi. Et on leur dit, prenez une douche. Et c'est vrai qu'on va avoir peut-être du mal à leur refuser le bain. Et ça, voilà. Donc, je pense qu'on peut tous, en réfléchissant, en s'obligeant, des fois, parce que la vie fait que la vie en société maintenant fait que ça va tellement vite, les journées passent tellement vite, on est tellement sollicité du matin au soir, on met même de côté notre épouse et les enfants, par tout le reste, on est tellement sollicité
qu'on est obligé, voilà, quand on va aller au magasin, de trouver des plats emballés, même si c'est du bio ou du pseudo-bio, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut tous essayer de prendre un peu plus de temps. Est-ce que c'est en se levant 10 minutes plus tôt le matin ou en se couchant encore plus tard le soir pour essayer d'organiser finalement sa journée du lendemain pour effectivement manger peut-être un petit peu mieux, effectivement de prendre une douche plus rapidement. Moi, je prends directement la douche à l'eau froide. J'attends pas que ça devienne que ce soit chaud, hein. C'est directement froid. D'une part parce que j'adore ça, mais parce que voilà, on sait très bien que si on attend, bah, c'est de l'eau qui coule, etc., etc. Et c'est toutes ces petites choses, ces bonnes habitudes que l'on peut essayer de faire au quotidien. Et si on parle des mégots, merci de plus jeter vos mégots par terre, mais continuez à fumer un peu, j'ai besoin de vous, malgré tout. On parle de sobriété ici, tout simplement. Effectivement, on n'est pas, on va pas dire consommer moins, mais consommer mieux. Enfin, c'est simplement la sobriété. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Même nous, hein, de toute façon, tout est fait en marketing, en communication, tout est fait pour qu'on ait envie de ce dont on n'a pas besoin. Donc, c'est. Ouais, sobriété. Merci Bastien, c'était ça, c'était exactement ça. C'est ça, ouais, la sobriété. Merci Benoît. Julia, ça t'inspire cette question les mauvaises habitudes dont il y en a quelques-unes qu'on peut aussi. Ouais. Je crois que ce n'est pas juste comme la personne demande comment ils peuvent aider nos projets, mais en général, je crois la piste des éco-gestes, du coup, on était déjà expliqué. Il y a plein de petits éco-gestes, comme aussi fermer le robinet quand on se brosse les dents, acheter plus local, acheter des produits, ou faire nos produits de ménage, ou de voter nous-mêmes. Et c'est pareil, il y a plein de petits trucs parce que je trouve qu'on a déjà cette solution, comme j'ai dit, parce que ça néglige pas le confort ou le luxe tout en ayant une solution alternative qui t'apporte la même chose. Du coup, comme le second hand, par exemple, bah, moi, je vis du coup en Afrique depuis peut-être 5-6 ans et tout s'achète sur la rue. Du coup, aussi, le vêtement, et c'est jamais neuf. Et du coup, c'est facile peut-être ici, mais je sais aussi en Europe, on a d'autres moyens qui sont plus des magasins dédiés à ça. Mais je crois qu'est-ce que c'est important de se dire, pas juste nos projets, mais tous les gestes en fait qui font la différence, et de se dire en fait on a un vrai pouvoir en tant que consommateur. C'est nous quand on va changer une grande entreprise, jamais va changer leur manière de fonctionner, leurs produits, si le consommateur ne montre pas la tendance d'un changement. Du coup, je crois que c'est là où tout le pouvoir, c'est chacun de nous. Et c'est pas que leur faute ça existe toujours un McDonald's, etc. Non, c'est aussi notre faute parce qu'on est là et on consomme. C'est ça, et on a le pouvoir. J'ai bien aimé ce que disait ce matin Éric Julien à propos de ces 2000 hectares de terre rachetés pour les Kogi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et qui parle de confetti d'espoir. Et je trouve que en fait, c'est un peu dans le même esprit que la goutte du colibri. Et j'aime bien cette image de confetti d'espoir. En fait, on a tous à notre portée un confetti d'espoir. Je me la note, Philippe, elle est très bien. Oui, voilà, ouais, pour ça je me permets, moi aussi je vais la garder, la preuve, parce que je trouve qu'elle est très, très sympa, mais elle n'est pas de moi, elle est d'Éric Julien. Donc voilà, je donne la paternité. Voilà. Mais je la trouve adorable. Et puis en plus, je comprends que tu l'adoptes parce que là, il parle d'arbres, il parle de forêt. Et donc, ça résonne aussi avec vos challenges et vos engagements, quoi. Philippe, super, merci. Oui. Je voudrais juste rappeler à nos participants qui peuvent donc poser toutes leurs questions dans les questions-réponses. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir en direct, poser votre question directement à nos intervenants. Vous pouvez aussi lever la main ou m'envoyer un petit message dans le chat et je vous donnerai la parole. J'activerai votre micro et votre caméra. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour les questions-réponses. Donc, il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Si vous les avez vues, donc on va s'y mettre alors.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Delphine. Merci à vous. N'hésitez pas à poser votre question. Ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas, surtout peut-être si vous avez des questions par rapport à votre projet. Et donc, il y en a une que je gardais un petit peu pour après, pour quand on va approcher un petit peu de la fin, effectivement. Alors, peut-être, je trouvais intéressant celle de commencer par celle-ci. En quoi votre projet vous fait grandir en tant que personne? En quoi ce projet que vous portez vous a fait grandir, vous? On rejoint l'écologie individuelle, sa propre écologie. Pas que l'écologie, je trouve. Quand on est entrepreneur, je crois que ça fait grandir dans tous les sens parce que, surtout au début de projet, il n'y a pas forcément des milliers des employés. Et du coup, on prend le chapeau de différents, les casques de différentes responsabilités qu'on n'a pas forcément appris à l'université ou ailleurs et qu'on va apprendre sur l'état. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est la possibilité d'apprendre plus rapidement, plus pratiquement. J'ai toujours aimé le terrain et pas que la théorie. Et aussi de devoir faire face à des rencontres aussi de gens qui sont beaucoup plus expérimentés de nous. Je m'appelle la première fois à mes premières réunions que j'avais eues avec des hôtels. Du coup, il y avait des managers des hôtels, un état des staffs des hôtels. Et moi, j'avais 24 ans. Et il n'y a personne qui avait mon âge au moins que moi. Ils étaient tous plus âgés, plus des hommes. Et de se dire oui, mais j'ai une expertise qui est demandée et que je partage. Et du coup, je sais pas, c'est ça. Moi, je trouve ça fait grandir tous les jours. Il y a toujours quelque chose qui est différent. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans un nouveau pays, dans un nouveau domaine. Après, l'entreprise, l'activité, elle change. Du coup, on va faire face à des nouvelles compétences qu'on va acquérir. Et je trouve qu'on grandit tout le temps. Peut-être autrement que, encore une fois, le chemin standard qu'on devrait faire. mais ça apporte énormément, à mon avis. Cette conscience de ça, que tu grandis au fil du, on a aussi le droit de temps faire des rencontres. Ouais. Et puis, il y a aussi le droit de faire le foot. On a même le devoir d'en faire. Si on n'en fait pas, c'est qu'on ne sait pas, peut-être. Donc, et donc, voilà. Mais tu sais, je te rassure, moi, à 24 ans, j'étais aussi entrepreneur et j'étais souvent le plus jeune. Mais ça passe avec l'âge. Je te garantis. Bientôt, c'est fini, je ne veux plus dire la jeune. Je ne peux que raconter du passé. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a fait grandir, Benoît, Bastien, en quoi ça fait grandir en tant que personne? Moi, je pense qu'au-delà du projet, parce que les projets, enfin, les actions qu'on mène sont parties de convictions profondes. Donc, finalement, enfin, on avait déjà ça dans notre ADN. Au-delà de nos projets, nos actions, c'est auprès des gens qu'on rencontre. On l'a déjà dit, mais je le redis puisque la question est posée. Ce qui fait grandir, c'est aussi nos collaborateurs, ce qu'ils nous apprennent, les limites qu'ils nous montrent sur nous-mêmes, et ils ne manquent pas de le faire. Donc, nos collaborateurs et nos partenaires. C'est là. Et humainement, oui, c'est vrai qu'on dit. Enfin, mais que ce soit chez Coterie ou avant, c'est-à-dire que je suis entrepreneur depuis 17 ans dans différents domaines et chaque expérience m'a fait grandir effectivement par mes collaborateurs principalement. Ah oui. Il y a toujours des opportunités de grandir et on grandit. Tant que nous sommes dans le vivant et vivant, on grandit. C'est ça le chemin, quoi. Et toi, Bastien?
Écoute, Philippe, moi je pense qu'on a tous une mission, qu'elle soit quotidienne, voilà, un aura, quelque chose. Je veux dire, on a tous plus ou moins une mission. Ça peut être d'élever nos enfants, le mariage, bon courage. Alors, je fais Ta ça femme parce est que à côté? voilà, c'est uniquement pour ça. Ouais, j'avais bien compris. C'est exclusivement pour ça. C'était un petit clin d'œil qu'elle appréciera outre mesure. J'en doute pas, mais je pense vraiment qu'on a tous une mission qu'on se donne et en fait, on grandit avec chaque jour. On apprend, on comprend. Il y a des embûches, des obstacles. On a dit des zones d'inconfort, mais des fois aussi des zones de confort et même des zones finalement de récompense, de quasiment voilà, de gloire. On est content, on est fier de soi, mais justement, il ne faut pas oublier notre mission, nos objectifs en fonction de… Et l'image, tout à l'heure, Benoît, il y a plusieurs reprises, tu as évoqué nos équipes, nos collaborateurs, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut informer, qu'ils soient partie prenante du projet ou de la mission. Et effectivement, ça démarre par là aussi. Nous, par exemple, on est dans la gestion des déchets. C'est tellement important déjà de s'assurer que nous-mêmes, on produit le moins de déchets que possible, qu'ils soient triés. Et là-dessus, je suis malheureusement inflexible avec les équipes. Il faut que le tri soit quotidiennement très bien réalisé parce que ça démarre au plus proche de soi, au plus quotidien. Et vu qu'on passe 60% de notre temps ou 70% de notre temps en entreprise, il faut que chaque collaborateur soit fier aussi de la mission qu'il fait chaque jour. Et chez nous, ça commence déjà lorsqu'on déjeune par bien trier ses déchets après le déjeuner. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question. C'est à la fois grandir vous en tant que personne, mais faire grandir aussi l'ensemble des personnes autour de vous. Et c'est ça, et on rejoint aussi le fait de pouvoir communiquer, d'informer, d'élargir ce niveau de conscience. Delphine, tu avais quelque chose Alors oui, il y a Swazik qui voudrait intervenir et vous poser une question en direct. Alors, je fais venir Swazik. Hello, Swazik. Et me voilà. Bonjour à tous. Je connais un petit peu. Bonjour. Bonjour Swazik. Ouais, merci, c'est très riche. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi, alors, ça rebondit, j'ai deux questions en fait. La première, elle est un peu en écho avec ce que vous avez déjà, la question à laquelle vous avez déjà répondu. On parle souvent, enfin moi j'aime bien avoir ce nom d'incarnation. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que quand on porte un projet, qui est un projet de cœur comme ça, et je fais écho d'ailleurs à ce que tu disais Bastien tout à l'heure, quand tu disais que par rapport aux enfants notamment, que finalement je crois que la meilleure façon d'emmener quelqu'un dans notre sillage, c'est d'abord de lui montrer le chemin en étant nous-mêmes, en ayant nous-mêmes le comportement, plutôt que de lui dire prends ce chemin-là, c'est par là qu'il faut aller. Et donc si on prend l'exemple de la cigarette, effectivement c'est plus facile de ne pas fumer pour inciter ses enfants à ne pas fumer plutôt que de fumer des cigarettes en leur disant qu'il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé. C'est sûr, c'est pas facile là. Ouais, c'est moins facile. Le pouvoir de modélisation. Est-ce que c'est une sorte d'exigence pour vous, en tout cas? Est-ce que cette incarnation, c'est-à-dire incarner ce que vous transmettez à travers vos projets, le discours que vous tenez, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient au quotidien et est-ce que c'est quelque chose d'évident pour vous? Est-ce que vous faites face à des difficultés? Parce que ce n'est pas toujours simple non plus de faire ce qu'on dit. Moi, je suis absolument d'accord. Moi, j'appelle ça la cohérence. Et c'est une de plus grandes valeurs pour moi qui est très important que ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand on va aller quelque part, ça, on va finir. Pour moi, pour mon projet, ça compte finalement on répare ou sinon ramener le reste que j'ai. Mais c'est vrai aussi que c'est pas forcément toujours facile. Par exemple, moi, j'ai toujours vécu en colocation dans les différents pays où j'étais et gérer les frigos quand on est plusieurs et quand on n'est pas forcément tous pareils et tous pareils à la maison. C'est aussi compliqué d'éviter à 100% le gaspillage chez soi, même pour moi. Et je trouve que c'est quand même, ça reste important d'être cohérente, de véhiculer le message de
ce qu'on fait également et de le faire nous-mêmes et pas juste dans notre entreprise comme Bastien fait le tri des déchets. Pour moi, c'est important de finir mon assiette, de ne pas laisser quelque chose au restaurant ou le ramener à la fin. Je crois que c'est une très bonne question et c'est vraiment très, très important. C'est vraiment la base de communication aussi pour être authentique, pour pouvoir amener d'autres gens à faire la même chose que nous on fait. Sinon, on ne le fait pas. Sinon, on n'y croit pas. Mais qui d'autre va le faire? J'ai presque envie de dire où s'arrête d'ailleurs cette exigence, parce que c'est sans fin finalement. Si on veut vraiment c'est très challengeant, effectivement. Bon, enfin, la cohérence, Julie vient d'y répondre, mais effectivement, on doit et on cherche tous toujours à nous améliorer dans l'entreprise et à innover encore, que ce soit dans le tri, dans les transports, dans le packaging, tout ça. On cherche toujours à améliorer. Et il y a encore beaucoup à faire, et y compris, enfin, je parle pour Écoterie, peut-être qu'à dire c'est nickel, mais y compris chez Écoterie, alors que pourtant c'est le cœur de notre sujet. Mais il y a encore beaucoup à faire. Ça se traduit comment d'incarner Écoterie quand on est un individu? Tu plantes des arbres dans ton jardin? Comment ça se passe en fait? Oui, alors je n'ai pas un très grand jardin. Il y a un arbre, ça prend de la place. Non, au-delà de planter, c'est aimer aussi. Moi, je suis jamais aussi bien que quand je suis dans une forêt. Et et si c'est une forêt au bord de la mer, c'est encore. Tu me donneras l'adresse si tu la trouves. Oh, il y en a plein. Oui, on trouve de la forêt au bord de. Oui, quand même. J'ai couru hier dans une forêt au bord de la mer. Ouais, voilà, oui, ça se non, trouve. Mais voilà, non, mais tout le monde a une histoire d'amour avec un arbre. C'est pour ça que je dis que c'est aussi aimer, quoi. Et on aime ça. Et bon, pour le coup, non, je ne peux pas planter des arbres partout où je passe. Déjà, je ne les ai pas sur moi. Mais par contre, les arbres qu'on plante, par contre, on peut préserver la biodiversité et la favoriser. Chacun peut le faire en évitant les pesticides dans son jardin, en préférant à l'anti-limace de la cendre ou de la coquille d'œuf cassée, parce que la limace ne viendra pas naturellement et on préservera à la fois la limace et ses courgettes. Donc voilà, on peut préserver la biodiversité chez soi. Et aimer la forêt, parce que de toute façon, la forêt, elle a un vrai rôle social. Tout le monde a une histoire d'amour avec elle. Et si tu plantes pas des arbres, parce que c'est pas toujours facile, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu sèmes des graines. Et c'est ça, c'est ces graines qui ont le pouvoir de germer partout. Et c'est cela, Et donc, vous semez des graines. Nous sommes tous des semeurs de graines et de confettis. Et en extension, ce que je vous ai dit que j'avais 2 questions. Ma deuxième question, c'était pour vous, ce serait quoi la qualité fondamentale quand on a un projet, alors on va dire au sens large, mais encore plus un projet comme le vôtre? Ce serait quoi, vous, la qualité fondamentale pour tenir et développer un projet comme le vôtre? Alors, peut-être en complément, c'est une des questions que je voulais poser là derrière. Effectivement, il y a les qualités du projet et les qualités des personnes. Et je pense qu'il y a, voilà, alors peut-être, si vous le voulez, il y a peut-être une distinction entre les deux, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est véritablement innovant et quelles sont les qualités essentielles et les qualités aussi essentielles d'un porteur d'un projet pour les gens qui nous écoutent, ça peut aussi les. Comment dire, voilà, un petit peu en complément de ce que tu. En quoi ça vous parle, ça? Les qualités d'un projet, c'est l'impact qu'il a. Et j'en profite pour répondre à une question qui a été mise en résolu, mais je pense qu'elle n'est pas résolue. Il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. OK pour l'image du colibri, mais les enjeux climatiques sociaux sont tels qu'ils requièrent une mobilisation collective massive pour faire bouger significativement les lignes. Ces actions sont fort sympathiques, mais ne sont-elles pas un peu dérisoires au regard des enjeux? Eh bien, si, ça nécessite effectivement de faire bouger les lignes de façon significative. Nos actions sont dérisoires, mais OK pour l'image du colibri, on revient au début de la question.
donc, voilà. Et donc finalement… Merci de l'avoir repris celle-ci, parce qu'effectivement, elle était partie un peu vite. Non, mais c'est un cercle aussi, cette question. OK pour l'image politique. En fait, ouais, enfin, la qualité du projet, c'est l'impact qu'il peut avoir, je pense. Aussi petit colibri soit-il. Et vous, et toi, Julien ou Bastien? Les qualités essentielles du projet et du porteur de projet ou porteuse. Vas-y, Julia, après toi. Donc, pour moi, le projet, ouais, je suis d'accord, c'est l'impact, comme Benoît a dit. C'est peut-être aussi, du coup, si on parle d'innovation, du coup, il y a quand même une partie d'innovation. Je trouve qu'est-ce que c'est également important, c'est des projets qu'on peut répliquer. Et comme je disais au tout début, une fois de partager et d'être ouvert aussi que le projet puisse se répliquer et de ne pas vouloir le protéger, enfermer, parce que c'est des projets impact. Du coup, tant mieux si quelqu'un le réplique et le refait, et ça soit ton concurrent, ou ça élargit, à mon avis, ça élargit un écosystème et du coup, c'est positif. Et pour le porteur de projet, du coup, la question, c'était les qualités d'un porteur de projet innovant, c'est ça? C'est ça, oui. Beaucoup d'énergie, hein? Persévérance. Et comme moi, je dis toujours optimisme aussi. Faut pas s'attendre, je crois, tu vois, le projet à impact prend beaucoup plus de temps d'une entreprise commerciale. Comme je dis, quelquefois, c'est faire, comment dire, le readiness, comment dire, que le marché soit prêt, comme je disais, pour nous, pour le gaspillage alimentaire dans les différents pays où on est. Souvent, ça prend plus de temps parce qu'on ne vise pas uniquement la profitabilité, mais on vise également l'impact. Et du coup, oui, il faut avoir la persévérance pour vouloir continuer autant de temps dans son projet. Mais je trouve c'est quand même très valorisant parce qu'à la fin, je crois, on est en cohésion, mais aussi avec nous-mêmes, en faisant un projet comme on le fait, un projet en lequel on croit. Et du coup, à la fin, on se sent bien à la fin de la journée avec ce qu'on fait. Et du coup, c'est hyper valorisant, et même si quelquefois c'est dur. Et du coup, voilà, la persévérance, et ça prend un peu de temps quand on veut faire un projet innovant, parce que ça ne se fait pas juste en quelques mois. Merci. Et toi, Bastien? Moi, je pense qu'il y a un mixte. En fait, et tu l'as dit tout à l'heure, mais on n'a pas creusé du tout cet aspect-là, où avec des choses qui sont profondément en nous, c'est-à-dire notre passé, ce qu'on apprend chaque jour, nos rencontres, etc. Et je pense qu'il y a en fait une énorme part de sensibilité, que ce soit dans le projet ou dans sa personnalité. Et je pense que cette sensibilité, c'est ce qui va faire que, au fur et à mesure, si le projet est passionnant et que l'être ou les êtres qui portent ce projet ont une sensibilité, une forme d'aura, une passion, ou quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire, et Julia l'a dit tout à l'heure, de la persévérance, de l'envie, de la passion, voilà, et qui peut même aller, malheureusement, on le sait très bien, trop de passion, je ne parle pas du couple cette fois-ci, mais trop de passion peut nous amener à un déchirement dans le projet, parce que ça peut être un surinvestissement mental, etc., mais aussi un surinvestissement financier qui peut vous mettre malheureusement dans l'embarras, parce que voilà, il y a des banques, il y a des partenaires. Donc, je pense qu'un bon projet passe par une sensibilité un petit peu à fleur de peau aussi sur ce que l'on croit, sur ce que l'on a envie de transmettre, et pourquoi on a envie de batailler chaque jour. Et c'est vrai que si le projet en plus apporte une vraie plus-value, on va dire sociétale, que ce soit environnementale, avec Benoît et moi qui sont vraiment plutôt sur voilà, comment essayer de diminuer notre empreinte, ou Julia sur le côté vraiment plutôt social, l'alimentation, le lien avec les gens qui ont besoin de manger, le besoin de se nourrir. Eh bien, s'il y a un projet vraiment qui a quelque chose de passionnel, et que derrière, l'enfant que l'on est tous à ce côté
authentique, mais qui bataille, c'est-à-dire qu'il s'accroche un peu au basque, un peu des autres, en se disant ben, moi j'ai aussi envie d'y arriver si les autres l'ont fait, et j'ai envie d'incarner finalement et d'être et être finalement un peu la statue. Ben, je pense que ce mix parent-enfant peut faire que un beau projet peut germer, mais je le redis et Julia l'a dit, ça ne se fait pas en un jour. Et moi, je vais vous donner un exemple. En ce qui me concerne, il y a des gens qui viennent nous voir, qui m'ont rencontré il y a 10 ans et qui me disent un peu brutalement, bon, Bastien, quand on t'a vu il y a 10 ans, on n'y croyait pas trop. Hein. Mais quand on voit maintenant, qu'est-ce que c'est impressionnant. Et il a fallu quand même 10 ans pour passer de cette strate où effectivement, comme tout projet, il faut démarrer un jour. Et chaque jour, sa fin, en fait. Et on dort bien la temporalité, voilà, le temps, il y a un temps pour tout, et c'est pas Benoît qui va nous dire le contraire dans l'univers dans lequel il baigne. Il nous reste, j'avais d'autres questions, mais peut-être alors la question de Delphes, ça, je pense qu'Unatera est tout à fait le moyen de mettre en lien les porteurs, porteuses, accompagnants pour accompagner les projets. Donc, Delphes, effectivement, Unatera, je l'invite à pouvoir rentrer en contact avec Unatera et pouvoir, parce que c'est là où nous sommes entre porteurs de projets innovants et qu'elle n'hésite pas à venir vers les uns ou les autres qu'elle va pouvoir rencontrer pendant ces 4 jours. On pourra l'accueillir avec bonheur. Et la question, en quelques mots, que je ne veux pas laisser passer une question de participants. Nous parlons d'écologie aujourd'hui, demain c'est l'humain, après-demain c'est la santé, ensuite c'est la spiritualité. En quoi ces 3 pôles, en plus de l'écologie d'aujourd'hui, ont-ils leur place aussi dans vos projets? Donc, humain, santé et spiritualité. Alors, qui démarre? C'est Julia qui va démarrer. Alors, humain et santé, c'est très facile pour moi. Du coup, humain, parce que comme je dis, c'est déjà notre cible, nos bénéficiaires sont les enfants, mais aussi l'humain, parce que comme je dis, on essaie toujours de co-créer une synergie de l'écosystème entre les différents partenaires qui vraiment apportent leur part dans le projet. Santé, parce que bien évidemment, on veut lutter contre le gaspillage alimentaire en apportant un repas aux enfants, mais le but final est aussi d'avoir des repas qui sont plus nutritifs et qui du coup augmentent la santé des enfants. Mais dans le gaspillage alimentaire, c'est plus largement aussi lié à la santé parce qu'on a dans le monde des sociétés de surconsommation, on utilise plus en plus de pesticides pour produire plus vite et plus stable. Et du coup, ça crée des énormes maladies qui sont liées à ces pesticides. Et du coup, le gaspillage alimentaire, c'est énormément aussi lié à cet effet santé. La spiritualité, ça dépend comment on la définit. Je trouve ça plus difficile à aller avec le projet. J'aimerais bien si on pourrait la définir avant de me dire comment je vais la mettre dans mon projet. Spiritualité dans le sens d'essentiel, de sens de la vie, quoi. Le sens de la vie, ce sera plus simple dans ce cas, parce que la nourriture, c'est quand même quelque chose qui nous permet à vivre. Et je crois que ce que c'est important aussi, c'est quel type de nourriture, et ça rejoint la santé, nous permettre de mieux être quand on a les bons aliments qui sont produits, qui sont sains pour notre corps. Et du coup, on peut mieux vivre nous-mêmes et du coup donner aussi on a aussi cette vision un peu plus long terme d'agir sur le fait que tout le monde a accès pas juste à la nourriture, mais à une nourriture de qualité et saine qui nous permettent de mieux développer notre cerveau, mieux vivre, mieux construire notre futur, parce que nous, on est bien. Voilà. Merci.
Bastien, Benoît. L'humain, la santé, la spiritualité. L'humain, bon, vous allez dire que je me répète, hein, mais bon, si vous me posez toujours la même question, je donne la même réponse, c'est tout. L'humain, moi, je reviens encore au collaborateur. Je suis désolé, mais c'est important. C'est important déjà parce que. Alors, pourquoi est-ce que j'y reviens encore? Parce que un projet comme ça, on porte vraiment tous ensemble. Tu disais tout à l'heure, on est une grosse cinquantaine. Et on porte tous ensemble et on va tous dans le même sens. Donc, il y a une hiérarchie de fait. Il y a forcément une hiérarchie, mais en tout cas, l'humain, il est là. L'humain, et la santé, ça rejoint, c'est la santé pour l'humain, en préservant la biodiversité. Est-ce que vous savez que si jamais l'abeille disparaissait demain, l'humanité en aurait pour 5 ans à vivre? C'est pas une blague. C'est les insectes pollinisateurs. On ne peut pas vivre sans. Et on ne remplacera pas les abeilles par des robots. Même s'ils ont essayé, mais ça ne marche pas. Voilà. Et la spiritualité, moi je la définis comme je l'entends. Je suis croyant, je crois en Dieu. Donc la spiritualité, on doit prendre soin de la création. On doit prendre soin de la planète. Personne n'aurait l'idée de le faire à sa baraque, à sa propre maison. Personne n'aurait l'idée de le faire. Et d'ailleurs, et ça c'est pour tout le monde, c'est un bouquin qui a été très perçu, un bouquin du pape François, Laudato Si, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous invite à lire, c'est extraordinaire et ça a été reçu par la classe politique et par tout le monde d'une manière extraordinaire, justement sur comment prendre soin de sa maison et pourquoi le faire. Sébastien? Oui, Philippe. Un petit mot. Moi, personnellement, je considère que tous les thèmes sont intimement liés. Si on mange effectivement, comme Julia l'y a dit, si on mange convenablement, sans trop manger, en faisant attention à soi, si chacun de nous, effectivement, a la santé pour pouvoir agir au quotidien et on l'espère agir dans le bon sens, c'est important. Donc l'humain, on l'a dit, on est tous des humains, donc voilà, il faut de la convivialité, du respect, etc. Et voilà, donc tous ces critères font que, en fait, c'est avec l'environnement, parce que Benoît vient de le dire à l'instant, si la planète, en gros, si la maison brûle, de toute façon, il n'y a plus rien non plus. Donc, ces 4 critères, et pour finir, la spiritualité, moi, Benoît, je ne suis pas spécialement croyant, mais ça n'empêche qu'on a quand même besoin d'une certaine... C'est même pas un besoin, c'est qu'il y a des choses, il y a les étoiles, ça, on rêve, on imagine. Il y avait une petite Désolé, coupure. alors la connexion est très instable chez nous. D'accord, mais c'est quand tu lui as parlé des étoiles. Est-ce que vous m'entendez? Je vais arrêter là. Voilà. Ouais, j'étais dans les étoiles. Du coup, j'étais parti. Voilà, c'est ça. J'étais parti. Ça doit être ça. Je disais, voilà, les étoiles, le cosmos, etc. Tout ça nous amène à la quête du voyage, et c'est pour ça qu'on dort, ce fameux voyage que l'on fait tous durant la nuit. Par chance, quand on revient, il y a généralement peu de problèmes. Et tout ça, cet imaginarium que l'on a, c'est des choses que l'on sait, certaines choses que l'on ne sait absolument pas, fait que, effectivement, il y a un vrai défi qui sont de mêler l'humain, mêler on l'a dit, le bien manger, l'environnement et le rêve. Moi, je ne veux pas parler de religion, mais plutôt de rêve ou de spiritualité, voilà, quelque chose qui va des fois au-delà et qui nous amène à réfléchir peut-être autrement. Et on l'espère tous qu'aujourd'hui, toutes ces conversations nous amènent encore à apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc, ces 4 sujets que je considère qui sont essentiels à nous tous et qu'il faut co-travailler. Merci à vous. On va passer la parole à Delphine. En tout cas, merci à tous les 3. Merci pour ces confettis d'espoir qu'on a pu distribuer aujourd'hui. J'espère qu'ils le porteront loin et que les graines sont semées. Alors maintenant, Delphine et Michael, à vous pour clôturer
cette table ronde? Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez visualiser la planche de Michael. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Ouais, super. Michael, n'hésite pas si tu veux intervenir pour nous parler de ta planche. Il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, donc capture en direct d'échanges assez riches. Donc, bon, ça passe toujours, je dirais, par le filtre de la personne qui capture. Donc, j'ai fait ressortir là les éléments, moi, qui ont résonné, sinon interpellé pendant l'échange. Je suis en train de faire une V2, donc qui sera plus fournie que celle-ci. Mais voilà, c'était ce que j'étais en mesure de fournir il y a une demi-heure. Forcément, ça a été encore très riche dans la dernière demi-heure. Donc voilà, je vais faire des petits rajouts. Et voilà. Donc, coller 2 heures sur un format comme ça, c'est merveilleux déjà. C'est une belle prouesse. Hein. Oh, c'est très chouette. Surtout, j'aime bien l'histoire des parcours. Je trouve que ça reprend bien un petit peu ce qui a été dit par nous trois. Bah, merci. Parfait, merci beaucoup. Ouais, non, super. Excellent. Merci, Michael. Voilà un beau talent. Merci. Et toi aussi, tu sèmes des confettis hein, avec tes dessins. Merci beaucoup, Michael. Merci, Julia. Merci, Bastien. Merci, Benoît. Ça a été vraiment très, très intéressant. J'espère que les participants qui étaient avec nous ont aussi apprécié ce moment, ces échanges. C'était vraiment très, très riche. Merci à vous. Donc, je rappelle juste la suite. Après, donc à 16h, on a la deuxième partie de nos ateliers pour ceux qui se sont inscrits donc en intelligence collective sur la partie concrétisée, donc de 16h à 18h. Et en ce qui concerne les webconférences, j'aurai la joie moi, de vous retrouver demain matin à partir de 8h30 pour une nouvelle journée qui sera sur le thème de l'humain. Et donc, c'est Marine Simon qui sera interviewée demain matin par Oriane. Donc, je vous invite vraiment à la découvrir autour de sa conférence « Comment créer un projet qui tourne rond ». Et l'après-midi, donc à la même heure qu'aujourd'hui, donc 13h30, 15h30, on retrouvera des intervenants toujours sur le thème de l'humain, autour des droits des femmes, de l'école pour tous, de l'inclusion. Voilà, donc je vous invite, et du handicap aussi, je vous invite vraiment à venir voir ces conférences de demain. Et je remercie encore nos intervenants, c'était super. Merci Delphine. Merci à vous, on a tenu le timing, donc c'est parfait. Bonne continuation et belle route à vous et continuez sur votre voie, c'est super, exceptionnel. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et bravo à Unitera, je tenais à le signaler. Bravo. Merci beaucoup. Comme action aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Kenavo, à bientôt. Merci beaucoup. Kenavo. Au revoir. Au revoir.